bienvenue sur Célébéon. L'humanité est à la croisée des chemins et une civilisation est à réinventer. L'Afrique est interpellée. Quel rôle, quelle responsabilité avons-nous dans la construction d'un avenir où l'éducation reste un levier de souveraineté? Célébéon est un podcast proposé par le SALTIS, qui est le Salon international des algorithmes, des sciences, des technologies et de l'innovation du Sénégal, qui se tiendra pour la 4e édition les 25 et 26 novembre au Musée des civilisations noires à Dakar. Dans cet épisode, nous abordons l'un des enjeux les plus cruciaux pour notre avenir collectif, l'intelligence artificielle et l'enseignement supérieur. Sommes-nous réellement prêts à intégrer l'IA dans notre système éducatif? Pouvons-nous le faire selon nos réalités, nos besoins et nos valeurs? Et surtout, sommes-nous prêts à réinventer nos universités, nos écoles pour qu'elles deviennent, avant qu'elles ne deviennent obsolètes en tout cas? Et pour en parler, nous sommes avec Dr Modou Gueye. Nous sommes ravis de vous accueillir sur Célébéon. Merci. Vous êtes enseignant-chercheur au département mathématiques et informatique de l'UCAD et membre du laboratoire D-Center for AI. C'est un laboratoire, un centre de recherche sur les données de l'IA qui se base à l'UCAD. Avec lui, nous allons explorer les possibilités d'une transformation pédagogique basée sur l'IA. Et nous allons essayer d'explorer avec lui une solution qu'ils ont expérimentée dans leur laboratoire. Et voilà, nous allons discuter de la construction de cette université hybride avec l'IA. Nous avons pour habitude, en tout cas sur Célébéon, de commencer toujours par vos craintes, par un scénario négatif dans 5 ans, dans 10 ans, si on ne fait pas, on ne choisit pas, on ne fait pas les bons choix, en tout cas dans l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui risque de se passer avec les étudiants, avec l'éducation même? Est-ce qu'on risque d'avoir des puces qu'on va nous vendre pour remplacer l'enseignant ou l'université tout court? Ou qu'est-ce que vous craignez le plus si on ne se met pas à niveau? D'accord. En tout cas, merci déjà pour l'accueil et merci aussi pour cette thématique qui est d'actualité et très intéressante. Dans 5 ans, 10 ans, quelles sont nos craintes? Les craintes sont là. L'IA, aujourd'hui tout le monde connaît l'IA, l'IA s'impose partout. À l'université, dans l'enseignement, dans l'évaluation, dans la recherche, l'IA est là. L'Afrique, sa position dans l'IA, est-ce qu'elle est consommatrice tout court? Ou est-ce que l'Afrique commence à se mettre aussi dans le cadre de la recherche et autres? Il y a vraiment une grande crainte, à mon avis. On a beaucoup de retard. Et surtout, on n'est pas conscient qu'on a ce retard-là au niveau universitaire. Donc la grande crainte, c'est est-ce qu'on a un retard ou plutôt, est-ce qu'on est conscient qu'on a un retard? Il y a ce problème de conscience qu'on doit avoir déjà sur les possibilités et le potentiel de l'IA et qu'on n'arrête pas cette 4e révolution, comme on parle, Ouais. qui arrive à très grande vitesse. Donc j'ai des craintes. Vous avez des craintes? Vous êtes à l'université même, là aujourd'hui on est à l'université même et récemment on parle de on parlait les semaines en tout cas qui ont précédé, il y avait la refonte en tout cas de l'université sénégalaise. Est-ce que la question de l'IA a été pensée, prise en compte et de la bonne manière en tout cas? Qu'est-ce que vous avez noté durant ce moment de réflexion ou qui continue aussi? J'ai suivi de loin parce que je n'ai pas été là-bas. La refonte de l'université aujourd'hui est plus vue du point de vue de capacitation des universités en termes d'accueil, parce que nos universités sont des universités qui font face à des défis de masse, donc à des défis de calendrier universitaire bouleversé par des événements externes. Tout ce qui est accompagnement, le déficit en termes d'enseignants-chercheurs. Et dans tout ce qu'on a discuté, je pense que l'orientation a été plus sur ça, non sur les outils qui peuvent nous accompagner à alléger cette lourdeur qu'on a en fait au niveau de nos tâches. Mm-hmm. Donc, quelle perspective pour l'IA? Ça n'a pas été vraiment abordé. Quoique dans les formations, il y a certaines formations où, en interne, certains départements sont en train de revoir, en termes pédagogiques, le maquette pour améliorer le contenu et mieux s'adapter par rapport à ce besoin-là.
D'accord. Donc là, aujourd'hui, en tout cas dans les questions générales, les questions qui sont abordées de manière stratégique, l'IA tarde à prendre sa place, on va dire. On est plus dans les urgences de l'université qui est la capacité, les défis qui sont comment contenir tous ces jeunes. Mais est-ce que c'est par manque de conscience de ce que l'IA aussi peut apporter Je pense que oui. Outil. Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, on parle d'infrastructure, c'est vrai, on parle de téléenseignement, tu vois, vous voyez, mais l'enseignant qui est en présentiel, parce que certains, ils ont une crainte du téléenseignement parce qu'ils disent qu'en présentiel, je vois l'étudiant. Des fois, en regardant juste les visages, tu peux savoir que quelqu'un, l'expression du visage, suffit pour savoir qu'il a compris ou n'a pas compris, et l'enseignant peut se reprendre de façon pédagogique. Lorsque l'étudiant est à distance, qu'est-ce que je peux avoir ce ressenti et autres? Beaucoup ne sont pas conscients qu'aujourd'hui, il y a pour lire les émotions, il y a pour reprendre, pour comprendre certaines mimiques du visage, afin de voir et de faire remonter des informations. Tu vas avoir en temps réel un taux de compréhension d'une classe en ligne. Donc, ce sont peut-être ces éléments-là qui manquent, que les gens sont réticents et ne voient pas cette opportunité, mais plutôt ils le voient comme donc un outil qui est trop mécanique et qui peut vraiment donner un autre visage, inhumain d'une certaine manière, à l'enseignement. En tout cas, je ne sais pas si l'IA qui lit les visages pourra réellement voir nos besoins. En tout cas, bon, c'est des avancées qu'on a remarquées récemment dans le développement de l'IA. Mais tout ça, est-ce que ce n'était pas la peur de l'enseignant qui n'a pas envie de se réinventer aussi, qui craint que l'IA prenne sa place ou voilà. Peut-être c'est la peur de tout travailleur ou la peur de façon générale d'un individu de changer son quotidien. Parce que celui qui voit l'IA comme un concurrent et non comme un assistant pour s'améliorer dans sa pédagogie, il va être là réticent et autres. Mais qu'est-ce qu'on lui offre pour mieux comprendre que ce n'est pas un ennemi qui se place, qu'on n'a pas forcément de crainte, ça dépend de comment on va l'utiliser et en quoi ça peut nous aider. Donc il y a cette peur qui est là. Et cette peur même, on le voit dans la réforme de nos curricula. Lorsqu'on veut changer certaines choses, tu vois ces réticences qu'ont les enseignants, comme tout humain, à faire évoluer certaines choses. Donc c'est lent, c'est l'inertie administrative aussi qui est là. Oui. Et du côté des étudiants aussi, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'au contraire, est-ce que les étudiants même n'ont pas hâte d'aller dans ce monde-là? Voilà, c'est comme deux mondes parallèles qui ne se touchent plus. Comme déjà, il y a une fraction générationnelle et les jeunes sont plus connectés. Oui. Ils connaissent les étudiants, mais est-ce qu'ils en font bon usage? C'est ça, parce qu'ils ne sont pas accompagnés aussi. Parce qu'aujourd'hui, tu reçois des copies à une évaluation, un examen. Un jeune, tu sais qu'il a utilisé l'IA. Tu donnes un projet, il utilise l'IA, il présente quelque chose d'extraordinaire, mais lorsque les questions arrivent, tu sais qu'il ne les maîtrise pas. Comment utilise-t-on l'IA? Donc les jeunes, je pense, c'est surtout ça qui leur manque. Quel bon usage en faire pour mieux s'améliorer, se perfectionner, comme on dit, le développement personnel. Et de l'autre côté, on a une génération qui est venue certes avec l'Internet et autres, mais qui aujourd'hui est un peu délaissée par les nouveaux outils. Les nouveaux outils, c'est-à-dire qu'il y a eu un manque de mise à jour, de suivi, de formation continue aussi du côté des... Exactement. Mais il faut aussi voir l'âge moyen des enseignants-chercheurs. Des enseignants qui n'est pas, voilà, qui est un peu élevé. Oui, voilà. Ça aussi, ça. Ce qui fait que c'est une génération, ce que tu dis, qui connaît Internet, qui connaît Google, voilà, parce qu'ils étaient jeunes lorsqu'ils utilisaient Google. Donc ils sont plus dans cette logique moteur de recherche pour soit même cliquer de page en page, plutôt que dans une logique où je te synthétise et je te donne. Qui est un peu l'approche donc, des IA génératives. Donc voilà, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts. Il faut leur accorder du temps et surtout les accompagner. Les accompagner, je pense qu'on va revenir sur cet accompagnement
En fait, en tout cas, on voit vraiment qu'il y a une fracture même générationnelle au sein de l'université qui devait être ce lieu de bouleversement, ce lieu qui accepte le changement, mais qui aujourd'hui bloque carrément le changement. Mais vous, en tout cas, dans votre laboratoire, vous essayez des outils, vous essayez même d'accompagner l'université parce qu'une de vos solutions, justement, parle et traite en tout cas de la question des difficultés liées à l'orientation des étudiants. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce projet En fait, le problème de la recherche, de notre point de vue au niveau universitaire, c'est le manque de collaboration interne au niveau de l'université. Nous avons plus une collaboration nord-sud que sud-sud. Et je ne parle même pas d'une collaboration au sein de l'université. Il y a les médecins, qui ont des données, il y a les biologistes, mais d'un côté, il y a les mathématiciens, les informaticiens qui sont dans d'autres choses. Il faut qu'on parvienne, si on développe l'IA, à avoir un noyau commun et des problématiques communes. Alors, le D-Center for AI, comme on dit, le Data Innovation Center for AI, ça ne va pas se positionner à créer des modèles IA avancés, mais ça va plutôt se positionner à dire comment on peut booster l'IA africain en utilisant des données africaines sur des problématiques africaines. C'est pour ça qu'on a mis les data en première position. Et dans ce cadre-là, il y a des travaux qu'on a commencé. Et on a commencé à faire de petites collaborations, notamment avec l'aide de la direction du bac, l'office du bac plutôt, donc la faculté des sciences, d'où on a pu prendre des données sur des jeunes anonymisés par rapport à ce qu'on appelait, donc lorsque le jeune il fait le collège et autres, normalement tu as le livret du bac. Oui, le livret. Il y a les notes et autres, on connaît les performances au bac, mais on connaît aussi l'issue de la première année à la faculté des sciences. Donc ça nous fait un jeu de plus de 4000 jeunes qu'on a suivis. Et sur ça, ce qu'on veut, c'est montrer qu'on peut faire des modèles ou des IA qui sont propres à nous. L'intérêt, c'est quoi? Aujourd'hui, l'université, le problème de l'université, comme vous le dites, c'est l'université qui freine un peu le développement. En fait, parce que l'université doit rayonner. Mais l'université lui-même est surchargée par d'autres problèmes. Il faut régler les effectifs, les années et autres. Alors, comment réduire le temps de parcours d'un étudiant à l'université? Ça, pour nous, ça commence par une bonne orientation. Sur un domaine qu'il a choisi, c'est vrai, mais un domaine dont on sait qu'il serait performant pour ça. Parce qu'aujourd'hui, le jeune bachelier, il fait un choix. Mais quels sont ses chances de réussir cette formation? Et quelles sont ses chances d'y être sélectionné? C'est deux chances qu'il faut voir. Parce que tu peux avoir une chance d'être sélectionné quelque part, tu n'as aucune chance de le réussir. Pourquoi? Parce que personne ne le demande. C'est trop compliqué. Toi seul, tu demandes, tu es accepté. Mais tu as peu de chance de passer. Comme tu peux avoir une très grande chance d'être accepté de réussir une formation, mais comme il y a eu beaucoup de demandes de gens qui ont un meilleur dossier que toi, tu as peu de chances d'y être sélectionné. D'accord. Et nous, donc, on est allé sur un modèle qui combine ces deux chances-là, qui tient en compte est-ce que cette formation est adéquate pour toi, tu peux le réussir parce que c'est ton profil, mais vu le nombre de bacheliers, est-ce que tu peux le choisir comme premier choix? Est-ce que tu as beaucoup de chance? Parce que si tu fais tes premiers choix et que ce n'est pas choisi, d'autres ont pris cela. On va te lancer pour faire d'autres choix. Mais si les autres choix, d'autres sont déjà présents. Ça devient... Généralement, le jeune, après, il n'est pas satisfait. Voilà. Comment faire donc une bonne répartition? C'est sur ça qu'on a réfléchi et qu'on a travaillé avec notre modèle. D'accord. Et c'est un modèle que vous avez testé, vous avez vu? Oui, et qui a fait l'objet de 3 publications. Donc la 3e, là, on est en train de faire la version finale du papier à soumettre. D'accord. Donc ça a fait l'objet de publications et on voit bien que ça répond en tout cas à une problématique non seulement de l'université, mais aussi ça peut être même une demande des parents d'avoir un outil pour aider. Actuellement, les parents sont complètement à la ramasse. C'est la période où on cherche un peu comment orienter nos enfants, en tout cas, les parents des bacheliers, c'est la casse-tête. Donc, mon enfant veut faire de l'architecture. Et au final, ce que les enfants font, celui peut-être qui va à l'université publique, lui, il va choisir au pif.
actif Ouais. et le parent, il n'est pas vraiment présent et n'accompagne pas, ou alors le parent exige à l'enfant, tu vas faire ceci, Exactement. tu vas faire telle chose, alors que l'enfant n'est pas apte. Est-ce qu'il faut peut-être, moi je pense en tout cas pour aller plus loin dans l'expérimentation, est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer que cette solution soit mise à disposition, qu'elle soit peut-être payante pour alimenter aussi vos recherches, vos travaux de recherche, mais surtout pour accompagner, aider, appuyer les parents? Payante, ce serait pour une mauvaise stratégie parce que l'objet du centre, c'est déjà l'inclusion. D'accord. L'équité, inclusion. Ouais. Et lorsqu'on parle d'inclusion, donner des chances à tout le monde. Et nos bailleurs qui nous financent, c'est dans cette logique qu'on nous finance. Si on a des résultats, on continuera d'être financé. Donc ça pourrait aller. Actuellement, le modèle, par contre, il est plutôt limité à prédire les chances de réussite. Après, on va les généraliser sur des formations. Ouais. Mais il y a un deuxième modèle qui doit l'accompagner, qui va utiliser ce qu'on appelle les large language models, les LLM, comme ChatGPT et autres, qui va amener le facteur explicatif, l'explainability. Va ici, tu as plus de chance, mais pourquoi devrais-je y aller? Comment le motiver? Et donc, c'est cette deuxième phase qu'on a amorcée. Et à ce moment-là, tu peux avoir un chatbot, exemple sur WhatsApp, Oui. où moi je peux venir en tant que bachelier comme ça, dire ce que voilà, voici, qu'est-ce que tu me recommandes, pouvoir discuter, échanger. Et en fonction de ça, lui, il calcule des chances, mais après, textuellement, il devient le grand frère qui est là à côté pour m'accompagner. Pour accompagner, pour aider, conseiller. Exactement. Donc, en tout cas, il y a des possibilités énormes de développer cet outil d'orientation. Est-ce que aujourd'hui, au-delà en tout cas en expérimentant cet outil, là tout à l'heure tu parlais des difficultés aujourd'hui de collaboration entre même labos interuniversitaires, c'est assez frappant de le dire et pourtant c'est la réalité dans les universités africaines. On va travailler en collaboration avec des universités du Nord, on va alimenter peut-être leurs recherches, mais en interne on ne fait rien. Mais est-ce que parce que si vous avez eu à travailler sur ce modèle-là, vous avez eu aussi à collaborer avec peut-être avec les services administratifs qui ont pu vous alimenter en termes de données et même vous orienter en termes de comment eux ils orientent et pouvoir aussi comparer le système actuel du Sénégal, je ne sais pas comment, Campusen. Et tout ça là, en fait, il y a des possibilités qui s'ouvrent et des portes qui s'ouvrent peut-être. Parce que nous sommes accompagnés par la direction des affaires pédagogiques de l'UCAD, qui nous ont permis de connaître ce qu'on appelle les critères d'orientation ou d'acceptation. Le vice du bac, une partie des données, la FST, une autre partie des données. Mais ça, c'est juste une dimension du centre. C'est la dimension qu'on appelle éducation. Parce qu'on est sur 4 axes. Nous sommes sur l'agriculture. Et nous travaillons actuellement avec des biologistes. Nous sommes sur la santé. Ouais. Nous avons eu à travailler avec un docteur sur tout ce qui est ORL, donc l'oreille et autres. Donc on est plus sur la vision. Mais ça nous permet de collecter des jeux de données. L'idée étant après de pouvoir partager ces jeux de données à la communauté. Tous ceux qui veulent travailler, au lieu d'être sur des plateformes, il y a des plateformes spécialisées comme Kaggle et autres, et chercher des données de l'Inde ou des États-Unis, qu'on puisse avoir nos données, et faire des IA qui soient nos IA. Et on est aussi sur l'environnement. Ce qui veut dire qu'on va petit à petit aller sur tous ces éléments-là. D'accord. Aujourd'hui, le labo a démarré il y a à peu près en janvier. On était sur la construction. Parce qu'il y a de l'infra qu'on a, parce qu'il faut qu'on dispose de nos propres moyens de calcul aussi, et de formation aussi. D'accord. Et normalement, en début octobre comme ça, on va lancer officiellement l'ouverture du labo. Je trouve ici à l'UCAD 3. Et actuellement, on a déjà un lot de stagiaires, parce que le labo aussi va former des jeunes. On a une dizaine de stagiaires qui vont démarrer en septembre pour 4 mois. Accompagnés, financés et coachés aussi par le labo. Par le labo. Voilà, sur des thématiques IA et appliquées à quelque chose, mais africain. Africain, on peut espérer en tout cas avoir des solutions IA qui viennent de nous. Et aujourd'hui, peut-être
la question revient très souvent, c'est les limites, en tout cas ce qui limite ce développement aussi, c'est la disponibilité des données. Quel est le challenge, le plus gros challenge en tout cas dans la disponibilité des données aujourd'hui? Ça, c'est la gouvernance qu'on a sur les données, les problèmes éthiques et autres. Aujourd'hui, tu peux avoir un doctorant qui travaille sur la santé, vous vous approchez d'un hôpital, vous prenez rendez-vous avec le directeur, il vous met en rapport avec le comité éthique, vous faites des paperasses, mais après vous n'obtenez pas de données parce qu'il n'y a pas un texte formel qui encadre le partage de données. Donc au Sénégal, il n'y a pas de données, mais il n'y a pas les mécanismes pour partager les données. Moi, c'est ce que je dis. Les données. Ça, on a une stratégie des données. Exactement. Oui. Et depuis lors. Il n'y a pas de mise en œuvre. C'est ça le problème, parce qu'il y a même une stratégie IA qui a eu lieu. IA aussi. Mais après, les répercussions. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, une IA Wolof, c'est capital pour nous. Parce que les interfaces vont évoluer, on ne va plus être sur des formulaires. On va devoir parler et écrire. Et nous, c'est le Wolof qui permet d'inclure cette masse de la population qui a besoin de comprendre l'État et de pouvoir suivre les politiques de l'État. Tout à fait. Parce que l'État communique ici en français. Oui. L'État doit communiquer en pulaar et autres pour toucher au fin fond du Sénégal à la population qui est concernée. Donc, et même quand on parle de services publics digitalisés, s'ils sont digitalisés avec tous les outils actuels, ce ne serait pas intéressant que ce soit juste des formulaires que personne ne va utiliser. On va développer des systèmes qui ne seront pas utilisés tout simplement. Il va falloir que nous ayons et pensions déjà ça. Et pour y arriver, quand on n'a pas de données locales, malheureusement, on ne va pas y arriver. Je pense que l'ADI avait un peu quelque chose comme ça, démarche, je ne sais pas quoi. Lorsque tu vas faire une démarche administrative sur la plateforme, pour te dire ce qu'il faut faire. Oui, tu as toute la liste des documents. Il faut être connecté, il faut pouvoir lire le français, il faut pouvoir... Tout est... Alors, si je pouvais en pulaar dire juste en Wolof, quoi, je veux juste faire la déclaration de naissance de mon fils ou de ma fille, et qu'ils me disent en pulaar, en Wolof, comment le faire. Là, ça aurait été vraiment le top. C'est comme les bornes des impôts quand tu dois acheter, comment dirais-je, les timbres là. Oui. Tu viens sur la borne, il faut que quelqu'un soit sur la borne pour t'accompagner. Alors que l'idée, c'est que la personne qui vient y aille directement, c'est qu'on n'a pas d'interaction vocale, alors que les gens, ils interagissent. Tu peux venir et dire en Wolof, timbre, passeport là-bas. C'est-à-dire que le pire, c'est que la solution technique, elle est disponible. Moi, c'est la frustration aussi, je pense que des fois que vous pouvez avoir, c'est toutes les capacités qui sont à notre disposition. On sait que voilà, cette solution technique, elle est tout à fait faisable, mais le fait qu'on ne franchit pas le pas aussi, est-ce que l'université aussi joue son rôle de conseil comme il faut auprès de nos autorités? Est-ce que l'université aussi est prise comme conseil là où il faut? Oui, ça aussi, peut-être c'est la question. Moi j'ai eu à faire un peu cette plaidoirie au niveau, c'était à la TFM, lorsqu'on parlait un peu de... c'était lors du lancement du New Deal, je pense, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a le Conseil national du numérique, et je me plaignais qu'il n'y ait qu'un seul enseignant-chercheur là-bas. Ouais. Mais ce n'est pas seulement le Conseil national du numérique. Mais aujourd'hui, en fait, l'État parle de digitalisation. Le gouvernement actuel, sa politique va reposer sur la digitalisation pour lutter contre la corruption, pour avoir des statistiques fiables et tout ça. Mais la digitalisation, c'est là. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est maintenant, lorsqu'on parle de digitalisation, il y a toujours une interaction entre des gens. Généralement, les formulaires et autres. Mais aujourd'hui, le monde évolue. Les plus jeunes, ils sont plus sur les téléphones que sur des éléments. Voilà. On peut prendre de l'information de partout. Ouais, c'est une génération qui va vite et qui a l'habitude qui a l'habitude avec des outils avec lesquels ils interagissent tous les jours, ça va vite. Et dès qu'il s'agit de son interaction avec l'État, c'est lent, ce n'est pas
Je peux dire autre chose. Aujourd'hui, il y a comment ça s'appelle, c'est au niveau FASTEF, ou je ne sais pas, l'école nationale des journalistes, ou je ne sais pas. Oui. Mais on doit avoir des journalistes qui sont spécialisés sur l'IA. Et ça se prépare maintenant pour que dans 5 ans, tu vas communiquer, tu aies des gens qui soient capables de parler et même d'animer des émissions avec les gens et de comprendre certaines notions et de pouvoir en Wolof le dire textuellement, ne pas laisser les scientifiques les décrire. Oui. C'est un besoin fondamental, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, chacun doit se remettre à niveau pour le monde à venir dans 5 ans. Et j'ai l'impression qu'on ne fait pas assez de prospective aussi parce qu'aujourd'hui, s'il faut réinventer l'école aussi, c'est aussi faire de la prospective. Qu'est-ce que je veux dans 5 ans? Et si je ne le fais pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Mais prends juste les 5 dernières années qu'on vient de quitter. Ouais. On est déjà sur 2025. Remonte à 2020. De 2020 à 2025, on a eu 2 crises. La Covid, après nous, on a eu une crise politique et l'université a été fermée 10 mois. Ce qui veut dire qu'on doit trouver des alternatives pour être résilient. Et le numérique est un outil de résilience. On est d'accord. Ouais. Mais sauf que le numérique aussi, c'est pas cet aspect sensationnel où tu es en classe et autres. Le numérique, l'IA maintenant peut intervenir à cette dimension pour rapprocher davantage, pour pouvoir permettre un mentorat à distance, pour pouvoir aider l'enseignant à mieux préparer son contenu et à réfléchir davantage. Donc, c'est ces éléments qu'on doit prendre en compte pour savoir que ça peut être utile et renforcer nos universités. Effectivement, c'est un métier qui se transforme et aussi, tous les travaux qui sont en train d'être réalisés aussi, il faut qu'elles alimentent. Ouais. Parce que c'est comme si les enseignants, ils travaillaient et que ce qu'ils... Parce que vous travaillez pour l'État, parce que les recherches, les travaux de recherche, c'est que aussi l'État paye en quelque sorte des conseillers gratuitement et il n'utilise même pas les travaux de ses conseillers et il va encore repayer d'autres conseillers derrière. C'est l'inertie. C'est l'inertie de l'État. On tourne autour et parce que nous travaillons, moi je travaille surtout un peu sur le computer vision et sur tout ce qui est les feux intelligents, même les infractions, on peut les lire et on peut les faire remonter. Après, tu essaies de faire des démarches. Je suis allé, je me rappelle, au niveau de la FERA, qui je pense, c'est la FERA, c'est le fonds d'entretien des réseaux, je ne sais pas quoi. D'accord. Mais en fait, il y a FERA, il y a après, je ne sais pas, l'autre, le FDTP, je pense, je ne sais pas. Mais en réalité, eux aussi, les problématiques, ils doivent pouvoir les poser. C'est bien d'organiser des hackathons. Mais l'hackathon va se limiter à l'idée. Tu vas avoir un projet sur le long et moyen terme. Et les universités, ils servent à ça. Sauf que l'universitaire qui prend un jeune qui est bon et qui veut l'accompagner, tu le perds après 6 mois. Parce qu'il le faisait pour le cadre de son mémoire. Tu as un petit financement, mais après, tu n'as pas les moyens de continuer avec lui. Avec le jeune. Tu changes, un autre va venir, tu reprends une partie de ce que tu avais fait pour qu'il comprenne et se mette à jour avant de démarrer. Et ce qui fait que l'université est lente, parce que l'université n'a pas cet accompagnement. Bon, en partie aussi, c'est la faute des universités. Parce que aujourd'hui, l'université de Dakar, par exemple, devait pouvoir avoir un salon scientifique de l'université de Dakar et exposer le peu de contenu, s'il y en a peu, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Oui. Mais cette visibilité. Cette visibilité, rendre visible ce qui se fait, parce qu'on fait des hackathons, on les organise, alors qu'il y a déjà des initiatives existantes. Exactement. L'université se noie un peu dans la pédagogie et l'enseignement. Et oublie cette vocation recherche et autres, même si ça se fait à côté, mais il faut valoriser la recherche pour que la recherche puisse trouver des fonds sur lesquels se reposer et aller de loin. Et dans ce cas-là, même, on peut penser à ce que les entreprises s'intéressent plus à la recherche et développement et qui financent, parce qu'au final, elles ont des besoins qui sont bien pris en charge par cet enseignant. Tout à fait d'accord. Et justement, on a parlé de tout ça, l'université est lente, et elle est lente parce qu'on a du mal à expérimenter des solutions qu'on déploie. On a du mal à rien que de tester une solution faite. Et cette là, c'est problématique. Je pense qu'aujourd'hui, l'université en demande aussi. Et pour y arriver, je pense qu'il faut lever cette allergie au changement qu'ont toutes nos structures, toutes nos organisations. C'est aussi l'université, c'est aussi nos États qui doivent s'ouvrir.
Donc, merci beaucoup, Dr Mondougué, de nous avoir reçus et pour cet échange très intéressant. Et nous avons vu vraiment que le système universitaire devait se réinventer, que pas parce que juste il y a des tendances technologiques qu'il faut suivre, mais parce que c'est un devoir, en tout cas, un engagement que en tant qu'enseignant qu'on prend pour les trajectoires de nos sociétés, parce que quand on est enseignant, on s'engage pour bâtir une société. Il faut agir, il faut expérimenter, il faut surtout oser relier ce qu'il le faut, lever les barrières. Et donc, c'est tout le pari du Saltis qui vous donne rendez-vous les 25 et 26 novembre prochains au Musée des civilisations noires à Dakar. À très bientôt sur Célébéon.